Bonjour Thibault de Montbrial. Bonjour. Vous êtes avocat, vous êtes président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure et vous êtes aussi candidat au régional sur la liste de Valérie Pécresse en Ile-de-France. Vous défendez souvent des policiers, dont en ce moment la famille de Xavier Juglet qui a été tué sur les Champs-Élysées en 2017. Que répondez-vous à Jean-Luc Mélenchon qui dit que les attentats étaient écrits d'avance ? Jean-Luc Mélenchon s'inscrit par ses propos dans une dérive dont il est désormais coutumier. Je vous rappelle qu'il y a quelques mois, il traitait publiquement les policiers de barbares, que quelques mois encore avant, il était condamné par le tribunal judiciaire de Bobigny pour des violences volontaires commises sur des policiers à l'occasion, vous vous souvenez, de la perquisition dans les locaux de la France Insoumise. En novembre 2019, il défilait auprès d'associations islamistes qui criaient Allah Akbar à côté de lui sans que ça le dérange. Donc il s'inscrit dans... Il est sorti du champ républicain, Jean-Luc Mélenchon ? Moi, je pense qu'il est sorti du champ républicain. Je pense que c'est totalement contrôlé. Il veut représenter le pôle d'extrême gauche. Moi, je dirais islamo-gauchiste. Lui, il le dirait sans doute pas comme ça. Mais qui va s'opposer au pôle PS écolo, sans doute dans les mois et les années qui viennent. Et il veut représenter cette espèce de gauche populiste. Il est le candidat anti-système ? Lui, il se voudrait candidat anti-système. Moi, je pense et j'espère pour notre pays qu'il s'isole. Il a pris la place de Marine Le Pen sur ce plan ? Alors c'est très intéressant parce que je pense effectivement qu'il cherche à draguer, à séduire une petite fraction des électeurs français qui sont complotistes, mais il y en a. Les réseaux sociaux alimentent beaucoup ce complotisme et de voir un personnage qui est une figure majeure de la vie politique française depuis 40 ans se livrer à ces dérives, moi je trouve ça navrant et très inquiétant pour l'avenir de notre pays. La sécurité, elle est au centre de cette campagne. Tous les candidats en parlent. Pourtant, ce n'est pas la compétence principale des régions. C'est allé vite, là, sur le terrain du Rassemblement national ? Alors, ce qui est amusant avec le Rassemblement national, c'est qu'ils se prétendent les chantres des questions de sécurité, mais pour s'en tenir au dernier mandat, la dernière mandature de Valérie Pécresse en Ile-de-France, ils n'ont jamais voté un texte proposé par la majorité. Donc c'est du deux poids deux mesures entre la parole et les actes. Ah, mais moi je pense que c'est même plus que ça, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas intérêt à améliorer les choses, ils ont intérêt à concourir à ce que les choses se dégradent pour ensuite se présenter comme les chantres du rétablissement, mais c'est pas comme ça la démocratie. Les policiers, ils dénoncent le laxisme de la justice, on l'a vu encore le 17 mai. La justice, vous la pratiquez depuis 30 ans. Hein. Quelle est la réalité ? Moi, je pense qu'elle n'est pas laxiste, elle souffre d'un conformisme. C'est-à-dire que génération après génération, les magistrats sont formés, il y a un formatage et il y a une manière de pratiquer. Et cette manière de pratiquer, qui pour faire très court, c'est qu'on commence par un petit peu de bienveillance, on tend la main aux primo-délinquants, etc. Elle est plus adaptée à une forme de délinquance aujourd'hui qui est de plus en plus violente et de plus en plus jeune. Je pense au contraire, et d'autres comme le professeur Berger par exemple qui est pédopsychiatre en Seine-Saint-Denis le pense également, qu'il faut marquer d'entrée dès l'entrée du délinquant, du jeune délinquant dans la chaîne de sécurité. C'est le sens de la réforme du code des mineurs mise en place par Éric Dupond-Moretti. Alors, une réponse plus rapide. Alors une réponse plus rapide, mais également une réponse plus ferme. Il faut que la justice impacte le délinquant. Elle fait plus peur aux délinquants ? Plus du tout. Plus du tout. Et vous savez, ce qui compte aujourd'hui, c'est pas de rentrer dans le détail de travaux d'intérêt généraux, etc. Il faut que le délinquant sente qu'il va y avoir une réponse pénale rapide et qui va impacter sa vie, et que plus grave sera l'acte, plus dur sera la réponse. Et ce qui est insupportable aux yeux des policiers et des gendarmes, c'est de voir les gens sortir après la garde à vue alors qu'ils ont été arrêtés 5, 10, 15, 20 fois, et alors même que parfois ils ont une réponse pénale, mais une réponse pénale dont ils considèrent qu'elle n'est pas sérieuse. Beaucoup de jeunes délinquants considèrent que ce que la justice estime être de la bienveillance, c'est à leurs yeux de la faiblesse. La rupture, elle est consommée entre magistrats et policiers. La défiance n'a jamais atteint le niveau qu'elle atteint aujourd'hui. C'est très préoccupant. Moi, je fais partie des avocats qui considèrent le juge comme un partenaire et pas comme un adversaire. Donc, je m'en désole. Je pense à cet égard que la nomination d'Éric Dupond-Moretti comme garde des Sceaux est une erreur fondamentale. Éric Dupond-Moretti, dont les compétences personnelles ne sont pas en cause, mais a passé 40 ans de sa vie d'avocat. Vous dites, on ne peut pas changer de casquette comme ça du jour au lendemain. Voilà, on ne peut pas avoir été l'adversaire des magistrats. C'est plus que l'adversaire, c'est l'ennemi. Il les a pourfendus.
il était l'ennemi des magistrats, l'ennemi des policiers, et il a fallu en 24 heures qu'il se mette à incarner l'autorité de l'État et l'autorité judiciaire de l'État. C'est pas possible. Il était déjà détesté des policiers, ce qui n'est pas très grave quand on est garde des Sceaux. Est-ce que c'est la personne d'Éric Dupond-Moretti ou c'est pas une défiance plus générale de toute façon pour tout ce qui représente l'exécutif et le fait que les magistrats se sentent de plus en plus isolés, incompris, maltraités? Non, mais il y avait un phénomène de fond. Mais la façon de répondre à ce phénomène de fond et de le corriger, c'était certainement pas de nommer quelqu'un de clivant comme Éric Dupond-Moretti à la place Vendôme. Il n'est pas là pour bousculer ce conformisme que vous déplorez? Alors, c'est ce que j'ai, pour tout vous dire, comme je suis d'un tempérament optimiste, c'est ce que j'ai espéré pendant l'été dernier, mais très vite, et de façon assez inéluctable, le personnage qu'il était n'a fait qu'amplifier les fractures qui existent déjà. Les états généraux de la justice qui sont lancés, c'est un chantier nécessaire? C'est un chantier nécessaire. Moi, j'ai envie de dire mieux vaut tard que jamais. Lancer ça 6 mois ou 8 mois avant la campagne des élections présidentielles, ça montre qu'il y a au moins une prise de conscience du caractère désespéré de la situation. Peut-être qu'au lieu de faire des Beauvaux de la sécurité, auxquels je participe par ailleurs, donc ce qui sont des travaux nécessaires, mais peut-être aurait-il fallu directement faire des travaux de remise à plat conjoint des questions de police et des questions judiciaires. La sécurité, c'est une chaîne dont la police et la justice sont indissociables. Le projet de loi bioéthique est en 3e lecture à l'Assemblée nationale, dont la mesure, la procréation médicalement assistée pour les couples de lesbiennes et pour les femmes seules. Vous y êtes favorable? Moi, je trouve que c'est un drôle de moment pour poser des questions de société, sociétales qui sont... Il a déjà été débattu longuement, ce projet. Oui, mais je pense que c'est pas le moment. Je pense que ce sont des textes de début de mandat sur des débats de campagne électorale, etc. Et personnellement, vous êtes favorable à cette mesure? Moi, personnellement, je suis très partagé parce que je suis pas sûr qu'il existe, quel que soit ce que je pense personnellement, je suis pas sûr que si on prend un peu de hauteur et si on fait de la politique, je suis pas sûr qu'il existe un droit à l'enfant, parce qu'à ce moment-là, si on estime qu'il y a un droit à l'enfant, il y a aussi un droit à un papa et une maman. Donc si on rentre sur ce terrain-là, on va vers des fractures. Des fractures multiples sur le plan sociétal entre les uns et les autres. Je pense que ce sont des questions qui méritent qu'on prenne le temps d'en débattre et pas qu'on fasse ça en fin de mandat. Moi, je suis très étonné que ce soit fait en ce moment. Valérie Pécresse, on va parler de politique et de régional. Valérie Pécresse, elle est largement devant ses adversaires en Ile-de-France, à 35% au premier tour, selon un récent sondage ELAB BFM TV. Quelle fin de campagne doit-elle faire? Moi, je pense qu'il faut qu'elle continue sans s'occuper des autres. Valérie Pécresse, elle présente un excellent bilan, c'est-à-dire que quand elle a été, pendant la campagne de 2015, beaucoup doutaient de sa capacité à gérer, à administrer, à tenir une région comme la région Île-de-France. Elle a démontré que non seulement on était capable, mais elle a vraiment fait des évolutions majeures. Aujourd'hui, la région est dans un bien meilleur état, notamment sur le plan de la sécurité. Il faut bien dire que bilan sur la sécurité. Elle a un bon bilan sur la sécurité. Elle a fait voter un bouclier de sécurité qui était unique dans l'histoire de la région. Elle a renforcé la sécurité qui avait été en partie abandonnée par l'État. Sur la reconnaissance faciale, c'est une de ces. C'est pour vous un terrain sur lequel il faut avancer? Ah non, mais c'est sûr, parce que il faut avancer, et évidemment avec des garanties éthiques, mais vous ne pouvez pas faire comme si les avancées technologiques n'existaient pas. On est obligé de tenir compte de la technologie et d'en tirer le meilleur, en prenant des garde-fous pour éviter les dérives. Mais la reconnaissance faciale, les drones, tout ce qui est nouvelle technologie doit être intégré évidemment dans l'optimisation de la sécurité de nos concitoyens, avec bien sûr les garanties juridiques et éthiques qui vont avec. Avec des garde-fous. Les Républicains, ils se pensent demain sur la désignation de leur candidat à la présidentielle. Vous devez accélérer le calendrier. Il faut qu'il y ait un candidat bien identifié. Moi, je pense qu'on ne peut pas répondre à cette question avant le deuxième tour des régionales, par hypothèse. Ensuite, je pense qu'il faut que les Républicains se laissent l'été pour débattre et réfléchir. Et par contre, ils ne pâtissent pas aujourd'hui de ne pas avoir un candidat Non, moi, je pense que c'est en septembre que la question se posera. Et en septembre, il faudra que les choses soient mises en ordre. Une et après l'autre, comme dirait Christian Jacob. Oui, absolument, parce que imaginer que des décisions prises demain soient remises en cause par les urnes dans 3 semaines, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Merci beaucoup, Thibault de Montbrial. Merci à vous.